Nous avons reçu de nouvelles informations cruciales pour élucider la disparition de Nancy Guthrie et constatons aujourd'hui une activité inédite à son domicile. Les enquêteurs ont installé une tente temporairement. Nous savons également que des gants auraient été retrouvés à proximité par les enquêteurs. Et la grande question est, s'agit-il des gants que nous voyons? Cet individu masqué sur le perron de Nancy Guthrie le matin de sa disparition portait-il ces gants? Nous examinons également une nouvelle information concernant le sac à dos de cet individu masqué. Qu'est-ce que cela pourrait apporter de nouveau à cette enquête? Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut les gars. Très rapidement, je veux vous parler de cette marque dont je viens tout juste d'entendre parler et c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai toujours eu du mal avec les portefeuilles, qui deviennent parfois encombrants en poche arrière. Puis j'ai entendu parler des portefeuilles Proof, et j'en ai un ici. Au début, j'étais méfiant parce que tellement de gens disaient qu'ils étaient géniaux. Mais quand on regarde les avis, les gens disent que c'est le meilleur portefeuille qu'ils aient jamais eu. Ils ne mentent vraiment pas parce que l'engouement semble tout à fait réel. Proof Wallets, entreprise détenue par des anciens combattants et fondée par des artisans fiers de leur travail, le démontre par la qualité de ses conceptions. Je veux dire, ces portefeuilles sont élégants et maintenant j'apprécie aussi leur sécurité, parce qu'ils ne se contentent pas de bloquer les RFID, ils peuvent aussi contenir jusqu'à 25 cartes. Vous n'avez pas ce volume gênant dans votre poche arrière, ni la crainte que quelque chose glisse et se perde. Et non seulement ça, mais ils offrent une garantie à vie, donc si votre portefeuille est endommagé ou perdu, ils le remplacent gratuitement. Et vous pouvez même le personnaliser avec du texte ou des logos qui dureront toute une vie. Allez sur gocariproof.com/the-case et utilisez notre code promo THECASE pour obtenir 15% de réduction sur l'ensemble de votre commande aujourd'hui. C'est le code promo THECASE. Voici les dernières informations reçues. La recherche de Nancy Guthrie révèle aujourd'hui une activité à son domicile. Les enquêteurs sont de nouveau sur place et cette fois, ils ont installé une tente devant sa maison, juste à l'endroit des marches d'entrée. Sur cette vidéo de surveillance, on voit cet individu masqué manipuler la caméra de sa sonnette. Maintenant, cela pourrait signifier plusieurs choses. Des experts pensent qu'ils testent l'ADN dans cette zone suite à des preuves envoyées en laboratoire et que les résultats sont peut-être revenus. Ils utilisent ces éléments pour tenter de reconstituer du nouveau dans cette affaire. Rappelez-vous, c'est aussi la zone de la maison où il y avait ces petites gouttes de sang que nous avons vues sur les marches devant la maison. Maintenant, cela pourrait aussi signifier, et c'est selon Fox News Digital, qui pense avoir vu une sorte d'outil qui peut être utilisé pour mesurer la taille de quelqu'un, et ils regardent cela et disent que c'est potentiellement les forces de l'ordre qui essaient de déterminer exactement quelle est la taille de cet individu masqué. Et si cela peut aider à établir une description officielle de cette personne à diffuser au public. Car maintenant, tout le monde essaie de découvrir qui est la personne ou les personnes qui ont enlevé Nancy Guthrie. Cette photo de la tente vient de Matt Finn de Fox News. Elle a été publiée sur XNow. Le FBI aurait également trouvé une paire de gants qui sont maintenant en cours d'analyse ADN. Ces gants ont été découverts mercredi lors d'une perquisition à Nancy Guthrie. Le New York Post en a pris une photo. Ils semblent noirs. On ignore s'il s'agit des gants recherchés, qui étaient apportés par l'individu masqué qui se trouvait sur le perron de Nancy autour du moment où elle a disparu, le 1er février. Nous avons aussi appris via TMZ que les enquêteurs pourraient cibler l'homme visible ici. Ce sont des photos publiées par TMZ sur leur site. Elles circulent également sur les réseaux sociaux depuis environ 24 heures. L'homme aurait été filmé par une caméra à environ 8 km de la maison de Nancy avant la disparition de Nancy, vers 1h50 du matin. Maintenant, il semble porter un sac à dos similaire à celui de la personne aperçue sur le perron de Nancy vers 2 heures du matin. Et selon des sources de TMZ, ils affirment que la vidéo et les photos publiées par le shérif et le FBI ont été récupérées à 2h12 du matin. Donc peut-être que l'homme aperçu à 8 km de là pourrait être la même personne que le FBI recherche maintenant dans l'affaire de Nancy. Jeudi après-midi, le bureau du shérif du comté de Pima a lancé un appel aux personnes disposant de caméras de surveillance à domicile pour qu'elles fournissent des vidéos du 1er janvier au 2 février. Cela concerne un rayon de 3 km autour de cette zone. C'est à l'est de Skyline Drive et au nord de Campbell Avenue, ce qui semble être un grand carrefour situé à environ 4 minutes en voiture au nord de l'endroit où vit Nancy. Maintenant, ce qu'ils recherchent, ce sont des véhicules, de la circulation des piétons ou une activité suspecte. Maintenant, je veux jeter un autre coup d'œil à cette vidéo qui a été publiée par le FBI de cette personne.
Sur le perron de Nancy, cette personne est vue en train de s'approcher de la porte de Nancy. Ils portent une cagoule, un sac à dos, des gants. Il semble aussi qu'ils aient une arme. C'est terrifiant. Vidéo. La personne semble remarquer qu'il y a une caméra de sonnette, puis cette personne se retourne et ramasse ce qui semble être des fleurs ou des branchages. C'est une partie étrange de l'affaire. Ensuite, il s'approche, semblant utiliser les fleurs pour couvrir la caméra. Mais évidemment, on a maintenant une assez bonne vue de cet individu masqué. Voici la chronologie que le shérif du comté de Pima avait établie concernant les activités au domicile de Nancy Guthrie dans les premières heures du premier. Donc, le shérif dit qu'à 1h47 du matin, le 1er février, la caméra de la sonnette de Nancy s'est déconnectée. Le shérif a déclaré qu'à 2h12, un système de caméra a détecté un mouvement à l'extérieur de la maison de Nancy, mais qu'ils n'ont pas de vidéo de cela. À ce moment, il a dit que ça pouvait être un animal ou autre chose, mais ils n'en sont pas sûrs. Mais simplement qu'un mouvement a été détecté à ce moment précis. Maintenant, nous ne savons pas officiellement si c'est à ce moment-là que l'individu armé a été vu devant la maison de Nancy. Mais à 2h28 du matin, c'est à ce moment-là que le shérif dit que le pacemaker de Nancy se déconnecte de son iPhone. Le shérif dit qu'ils ont l'iPhone de Nancy. Ils l'ont analysé. Ils ont également trouvé sa montre Apple chez elle. Maintenant, il y a un autre indice important qui pourrait aider les forces de l'ordre à cibler l'identité de cette personne. Cela concerne son sac à dos. En regardant la vidéo, aucun logo n'apparaît, mais certains détails pourraient aider la police à identifier le type et la marque du sac à dos. Col TV affirme qu'ils ont une source proche de l'enquête, qui dit que la marque du sac à dos que portait le suspect serait possiblement Ozark Trail Liquor. Ils examinent d'autres marques, mais c'est celle-là qu'ils mentionnent spécifiquement dans ce rapport, et s'ils parviennent à identifier la marque. On pourrait alors regarder où ces sacs à dos ont été vendus, qui a acheté ces sacs à dos au cours des dernières semaines ou des derniers mois. Cette marque est une marque populaire de Walmart, et vous pouvez également l'acheter sur Amazon, ainsi que dans d'autres endroits. C'est donc une marque assez populaire, et elle est vendue dans différents grands magasins. Cette semaine, le FBI a déclaré qu'il menait ce qu'il appelle des recherches approfondies dans la zone autour du domicile de Nancy Guthrie. Il continue également de fouiller le quartier et la maison d'Annie Guthrie. Annie Guthrie est la fille aînée de Nancy, et c'est là que Nancy se trouvait la nuit précédant son retour chez elle, avant de disparaître. À présent, KVOA à Tucson rapporte que les habitants du quartier de Catalina Foothills à Tucson sont désormais invités à remettre toute caméra de surveillance. Des enregistrements qu'ils possèdent à des moments très précis que je trouve intéressants, notamment le 11 janvier entre 21h et minuit, soit environ 22 jours avant que Nancy ne soit enlevée. Ils souhaitent également obtenir des enregistrements du matin du 31 janvier, la veille de son enlèvement, mais ils la veulent entre 9h30 et 11h du matin. Et ils disent que c'est parce qu'il y avait un véhicule suspect dans une rue appelée Via Entrada, qui a été vu vers 10h du matin. Maintenant, nous savons cela. Les enquêteurs se sont rendus à une station-service Circle K voisine pour demander les vidéosurveillances d'un véhicule suspect, sans donner plus de détails. On ne sait pas si cela a permis d'obtenir des preuves utiles dans cette affaire. On ne sait pas non plus exactement quel type de véhicule les forces de l'ordre recherchent. La station-service a confirmé aux médias la demande de vidéosurveillance. Elle est située à environ 6 minutes de la maison de Nancy. On ne sait pas combien de personnes le FBI et le bureau du shérif du comté de Pima recherchent. Le directeur du FBI, Kash Patel, dit qu'il recherche des personnes d'intérêt, au pluriel. On ne sait pas si le FBI suit de nouvelles pistes importantes. Ils sont restés relativement discrets, comme l'a indiqué le shérif du comté de Pima. Plus de 4000 signalements ont été reçus rien que dans les 24 heures qui ont suivi la diffusion des photos et vidéos de cet individu armé. Voici les dernières infos sur les prétendues lettres de rançon selon TMZ jeudi matin. Ils ont reçu une note de la même personne qui leur en avait envoyé une hier, affirmant savoir qui a enlevé Nancy Guthrie. La note de mercredi disait: pour le prix d'un bitcoin qui vaut environ 66 000 $, il révélerait le suspect selon TMZ. Cette note a été remise aux autorités. Puis dès jeudi matin, cette même personne, selon TMZ, leur a envoyé un nouvel email dans lequel elle disait, je cite, on ne me prend pas au sérieux. C'est ce qu'affirme TMZ. L'expéditeur écrit ensuite que la situation a changé entre mercredi et jeudi. Il ajoute également que cela allait être la dernière. fois qu'ils proposèrent leur aide, TMZ indique qu'ils ont transmis les deux messages à. Le FBI faisait partie des organisations de presse qui ont reçu cette première prétendue lettre de rançon, ainsi que Kagan TV et une autre chaîne de télévision à Tucson. Maintenant, Kagan a déclaré que la prétendue lettre exigeait que 6 millions de dollars soient envoyés en bitcoin lundi.
Nous avons évidemment dépassé cette date limite et il ne semble pas que la rançon ait été payée à ce jour. La nouvelle lettre est différente, selon Harvey Levin de TMZ. Il dit que la première lettre affirmait que si la rançon était payée, Nancy Guthrie serait rendue sous 12 heures, soit. Aucune preuve de vie n'a été fournie. Elle aurait simplement dit que Nancy était en sécurité, mais effrayée, et qu'elle comprenait sa situation. La lettre ne semble pas venir du ravisseur, mais de quelqu'un affirmant le connaître et savoir où est Nancy Guthrie. La lettre affirme qu'ils veulent un bitcoin et qu'ils donneront le nom du suspect dans l'affaire. TMZ dit que le compte indiqué dans cette lettre est un vrai compte bitcoin, mais il est différent du compte bitcoin légitime fourni dans la première lettre. Maintenant, cette semaine, le bitcoin il vaut un peu plus de 6 000 $, un bitcoin d'après TMZ. Ils ont remis cette nouvelle lettre au FBI. Maintenant, l'une des grandes questions, au fur et à mesure que cette affaire avance, c'est de savoir si les prétendues lettres de rançon sont authentiques. Est-ce que la personne qui a enlevé Nancy Guthrie a réellement envoyé une demande aux médias pour atteindre ensuite la famille Guthrie? La semaine dernière, les réseaux sociaux ont montré que la famille Guthrie les prenait au sérieux, comme le montrent leurs vidéos publiées. C'est très précieux pour nous et nous allons payer maintenant. C'était l'émission d'aujourd'hui. Savannah Guthrie, l'animatrice, s'est exprimée avant la date limite de lundi. Mais une fois passée, aucune activité réelle n'a été constatée sur le compte Bitcoin. Guthrie a publié cette vidéo marquant un changement clair de ton et de message. Je voulais venir ici et simplement partager quelques réflexions alors que nous entamons une nouvelle semaine de ce cauchemar. Je veux juste te dire, tout d'abord, merci beaucoup pour toutes les prières et l'amour que nous avons ressenti, ma sœur, mon frère et moi, et que notre maman a ressenti. Parce que nous croyons que d'une manière ou d'une autre, elle ressent ses prières et que Dieu la porte. Même en ce moment et dans cet endroit le plus sombre, nous pensons que notre maman est encore là-bas. Nous avons besoin de votre aide. Les forces de l'ordre travaillent sans relâche, jour et nuit, pour essayer de la ramener à la maison, pour essayer de la retrouver. Elle a été enlevée et on ignore où elle est. Et nous avons besoin de votre aide. Alors, je viens ici juste pour vous demander, pas seulement vos prières, mais peu importe où vous êtes, même si vous êtes loin de Tucson. Si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose, si quoi que ce soit vous semble étrange, signalez-le aux forces de l'ordre. Nous sommes à 1 heure de désespoir. Et nous avons besoin de vous maintenant. Le FBI ne précise pas si les notes sont authentiques, mais affirme les prendre au sérieux. TMZ rapporte que le FBI part du principe qu'elles ont été envoyées par le ou les ravisseurs de Nancy. Nous en apprenons davantage sur les raisons pour lesquelles les autorités se sont peut-être concentrées sur un homme nommé Carlos, qu'elles ont arrêté mardi soir. Je veux dire, j'espère qu'ils vont attraper le suspect parce que ce n'est pas moi. Il ferait mieux de faire leur travail et de trouver le suspect. Comme ça, ils pourront laver mon nom. J'en ai fini, d'accord, je vais le dire à ma famille, c'est à toi. Je dis juste toi et mes parents à Tucson. Donc, c'était Carlos Palazuelos, après que les autorités l'ont relâché suite à sa détention, lors d'un contrôle routier à environ 1 heure au sud de Tucson, mardi soir. Il affirme qu'il ne sait rien de ce qui est arrivé à Nancy Guthrie, qu'il n'a rien à voir avec ça. Il dit qu'il ne sait même pas qui est Nancy Guthrie et qu'il ne savait même pas qui est Savannah Guthrie. Maintenant, ABC News rapporte que le FBI a identifié Carlos, cependant, grâce aux informations d'utilisation du téléphone portable et aux données de circulation. Maintenant, ce n'est pas clair précisément qu'est-ce qui leur a fait croire qu'il était quelqu'un à qui ils devaient parler. Il a suggéré, parce qu'il est livreur, qu'il avait peut-être déposé un colis chez Nancy une fois. Sa belle-mère a déclaré aux journalistes que la police lui avait montré les images et demandé si c'était son fils. Ce à quoi elle a répondu non. Mais cela pousse à se demander si les forces de l'ordre pensaient qu'elles étaient sur le point de retrouver la personne vue sur ces images de surveillance. Mardi soir, lorsqu'ils ont arrêté Carlos. Maintenant, alors que les recherches pour Nancy se poursuivent, l'ampleur de cette affaire a largement dépassé Tucson, voire même l'Arizona. Des panneaux d'affichage sont présents dans plusieurs villes et le FBI offre 1 000 $ pour toute information menant à Nancy ou à son ravisseur, Savannah Guthrie. Elle espère toujours que sa mère rentre saine et sauve et que ce cauchemar ait une fin heureuse. Elle a publié les images de la personne devant la porte de sa mère et a écrit « Quelqu'un la reconnaît sûrement. Nous pensons qu'elle est toujours dehors. Ramenez-la à la maison », a-t-elle écrit. Nous croyons qu'elle est encore en vie.
Elle a également publié aujourd'hui cette vidéo montrant Nancy au fil des années. Et elle a écrit en légende: Notre chère maman, nous n'abandonnerons jamais. Merci pour vos prières et votre espoir. Si vous avez des informations sur l'endroit où pourrait se trouver Nancy Guthrie, contactez le shérif du comté de Pima au 523 150 et 14 900. Vous pouvez également contacter le FBI au 1-800-CALL FBI ou sur tipsfbi.gov. Rejoignez-nous maintenant pour parler davantage de cette affaire. Est-ce Rick Castigar, ancien chef adjoint du bureau du shérif du comté de Pima? Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Je sais que cela doit être très... Je ne sais pas si intéressant est le bon terme, mais c'est ce qu'on ressent après 12 jours dans la communauté alors que l'affaire continue. Quand on voit autant d'activités chez Nancy Guthrie et que l'on voit, vous savez, des adjoints du shérif, on voit des membres du FBI aller et faire du porte-à-porte dans le quartier. Et il semble que chaque jour, ils reviennent et continuent de fouiller cette zone. Que pensez-vous de cette activité et comment cela pourrait-il influencer le déroulement de cette enquête? Eh bien, pour un spectateur lambda, je pense que cela pourrait sembler décousu, alors qu'en général, on commence, on arrive sur place, on sécurise la zone, on effectue la fouille, puis on repart, et un jour plus tard, on revient. Et c'est quelque peu problématique, mais cela montre aussi que les forces de l'ordre collaborent. Ils discutent des tactiques et des techniques, puis ils élaborent une approche commune pour gérer la complexité de cette affaire. Et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment complexe. Je suis policier dans cette communauté depuis 1977 et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. En général, on n'a pas d'affaire d'enlèvement, encore moins une affaire de kidnapping, ce à quoi cela semble avoir évolué. Je prends quelques libertés avec la façon dont cela a été géré au départ. Je connais les acteurs et les membres du bureau du shérif du comté de Pima. Personnellement, j'ai interagi avec eux pendant des décennies et nous avons tous des caractéristiques de personnalité différentes, mais le gars qui dirige actuellement ce groupe a une grande expérience en matière d'enquête, mais malheureusement, son ego ne lui permet pas de partager la vedette. Et cela, je crois, est devenu problématique pour l'enquête dès le début. Permettez-moi d'être précis. Quand cette affaire a commencé, on nous a tous dit qu'il s'agissait d'une situation typique de disparition et d'une opération de recherche et de sauvetage. Des moyens aériens ont été déployés et nous cherchions ce qui semblait être une personne âgée qui aurait pu s'éloigner, mais cette hypothèse a rapidement été écartée par les preuves évidentes sur les lieux. Et beaucoup de vos collègues dans les médias ont souligné plusieurs points parce qu'ils ont en fait eu accès à cette maison, y compris le sang abondant sur le perron. Cela aurait été vu dès le premier jour, vu la disposition de la maison ou de la chambre. Je me souviens que le shérif Nanos a laissé entendre qu'elle avait été emmenée contre sa volonté depuis sa chambre. Il doit bien y avoir des preuves qui suggèrent cela. Le problème que j'ai personnellement, d'après mon expérience, c'est que cela aurait dû immédiatement passer d'une simple recherche de personnes disparues à l'examen d'un crime qui s'est probablement produit. Malheureusement, cela a été retardé un moment. Maintenant, cela nécessite quelques explications pour vos auditeurs, vos téléspectateurs. Le département du shérif du comté de Pima, et c'est une grande agence, c'est le 7e plus grand comté du pays sur le plan géographique, pas nécessairement en termes de population. Et c'est un service de police tout compris et autonome. Toutes les ressources que possèdent la plupart des services de police, cette agence les possède. Mais il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. Et à mon avis, dès qu'il a été déterminé qu'il s'agissait d'un enlèvement ou d'un kidnapping malveillant, les autorités fédérales auraient dû être appelées. Et connaissant les administrateurs qui dirigent cet endroit maintenant, cela a probablement été gardé secret et je pense qu'une main ferme, au sens figuré, a été tendue. On s'en occupe, on n'a pas besoin de votre aide.
Ce qui m'interpelle, Chris, c'est le jour où la caméra Ring, pardon, la caméra Nest a été trafiquée. Cela était connu, et je me souviens que le bureau du shérif local et le shérif lui-même ont fait des commentaires à propos de ces images potentielles qui pourraient exister. Et ils ont fait preuve de diligence en essayant de les retrouver, cependant, ils n'y sont pas parvenus, et je crois qu'ils ont abandonné, et ils pensaient également qu'ils ne savaient pas que c'était récupérable. Eh bien, nous sommes ici 12 jours plus tard, et nous savons maintenant très clairement que cela était récupérable. Le département du shérif du comté de Pima ne savait pas que c'était possible. Le FBI savait que c'était possible, l'a trouvé et l'a récupéré. C'est préoccupant parce qu'il y a eu un retard à permettre au FBI d'intervenir en tant que partenaire. Et franchement, il devrait diriger cette enquête exclusivement et le département du shérif du comté de Pima devrait les soutenir. Maintenant, j'ai beaucoup parlé. C'est sûr, et je pense aussi. Je veux dire, vous savez, avec le shérif, nous l'avons vu, vous savez, admettre même que, vous savez, la scène a été rendue. Et c'est là que vous voyez les membres des médias s'approcher, et ils prennent les images du sang. Et puis ça commence à fuiter. Et puis, vous savez, ça a un peu ajouté de l'huile sur le feu. On verra bien. Vous savez, peu importe la direction que prendra cette histoire, il y aura forcément des critiques légitimes envers le shérif et la façon dont cela a été géré. Et tout cela finit par sortir. Parce qu'il semble maintenant, vous savez, s'ils viennent juste d'obtenir ces photos de cette personne sur le pas de la porte, cela paraît vraiment très récent. Je suppose que ça fait quoi, 24, 36 heures depuis que c'est sorti. On dirait que maintenant, cette enquête a pris, vous savez, une nouvelle tournure, où l'on voit les gens publier davantage. Une autre vidéo montre une personne peut-être liée à l'affaire, portant un sac à dos à 8 km de chez Nancy Guthrie. Comment décririez-vous l'enquête depuis que ces images ont été rendues publiques? Comparé à ce que c'était avant? Évidemment, vous savez, comme nous l'avons tous suivi pour vous, les 10 jours qui s'étaient écoulés auparavant, nous savions que ces images étaient réellement quelque chose qui pouvait être utilisé. Eh bien, certainement, l'enquête a été intensifiée et c'est tout à fait justifié. Cette preuve sur cette vidéo est, à toutes fins utiles, d'un point de vue des forces de l'ordre, quelque peu inestimable. Et nous pouvons déterminer cela sur cette base, et cela a été mentionné par de nombreuses personnes qui ont été interrogées. Mais nous pouvons déterminer le genre, nous pouvons déterminer la taille, le poids et les particularités physiques de cette personne. Ces attributions sont importantes pour que le public puisse voir cela, et je suis content que cela ait été rendu public aussi rapidement, parce que, comme nous le savons maintenant, des milliers de témoignages arrivent, certains d'entre eux étant farfelus, mais certains d'entre eux peuvent contenir des informations valables et utiles qui aideront à attraper ce type. Et j'utilise bien le mot type. Je pense que certains ont été un peu hésitants à attribuer un genre à cette affaire, mais je pense qu'il est clair qu'il s'agit d'un homme et pas seulement cela. Je ne pense pas que ce soit un individu, mais plutôt un suspect. Si vous regardez ces photos, vous voyez clairement un individu qui était extrêmement bien préparé. Il y en a d'autres, et je vais m'inclure des experts à la télévision, mais il y a d'autres experts qui pensent que c'était un cambriolage raté. Je ne suis absolument pas d'accord, parce que quand vous regardez la façon dont ce type est habillé, la préparation que cela a demandé et son attitude plutôt détendue et désinvolte face à la caméra. Il savait qu'elle était là. Évidemment, il s'en est approché et on voit très clairement qu'il essayait de masquer cette caméra avec de la végétation ou autre chose. Vous voyez? Eh bien, j'allais justement poser la question parce que vous avez couvert, je veux dire, je suis sûr que vous avez, évidemment, dans votre carrière, moi, vous avez enquêté sur des cambriolages et des intrusions à domicile, notamment avec l'arrivée de sonnettes connectées comme Ring ou Nest. Comme vous savez, cette personne, qui qu'elle soit, je veux dire, on dirait qu'elle porte une cagoule et elle, vous voyez, elle est, si vous tapiez dans, par exemple, ChatGPT, montre-moi à quoi ressemble un cambrioleur. C'est exactement la tenue à laquelle on pense tous. Mais à quelle fréquence est-ce vraiment quelqu'un qui est habillé exactement comme ça? C'est vraiment ainsi qu'ils paraissent? Qu'est-ce que cela vous apprend sur leur expérience de criminel? Eh bien, bien sûr, le milieu criminel sait très bien qu'aujourd'hui, il existe des technologies comme les téléphones portables, les caméras de sonnette, les caméras d'allée, les détecteurs de mouvement et les systèmes d'éclairage. Elles sont très répandues et ils se préparent
s'ils savent qu'ils vont commettre un crime. Donc cet homme a pris certaines mesures préparatoires pour faire ce qu'il a fait. Il savait qu'il allait commettre un crime. La question qui se pose alors est la suivante. Était-ce vraiment simplement un cambriolage et il est entré et est tombé sur Nancy? Et je ne le pense pas. Et la raison pour laquelle je ne le pense pas est la suivante. Si vous allez cambrioler un endroit et que vous entrez à l'intérieur et que vous tombez sur quelqu'un, vous pouvez commettre votre crime, mais il est probable que vous laissiez cette personne et partiez. Il était entièrement couvert. Quel mal y aurait-il à ce que Nancy sache qui il était, à moins qu'elle ne le sache déjà, par un autre moyen? Selon moi, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Quoi qu'il en soit, il l'a prise et pour moi, cela suggère que c'était le plan initial. Ce qui inquiète tout le monde, y compris la famille Guthrie, c'est qu'apparemment, il n'y a eu aucune communication. Il y a eu plusieurs témoignages, des preuves sont apparues au début et d'autres aussi récentes qu'hier et aujourd'hui, des gants, etc. Et les forces de l'ordre savent quoi en faire. Et ensuite, mais vous le verrez, retournez sur une partie précise de la scène et réexaminez pour voir s'il y a des indices matériels. Et c'est exactement ça, des indices matériels, cheveux, peau, ADN, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, le sang, par exemple, pardonnez-moi, est-ce que tout ce sang appartient à Nancy? Pourrait-il être mélangé avec celui d'une autre personne? Eh bien, et qu'en est-il du quartier où tout cela se passe? Parce que je ne peux voir que ce que je vois à la télévision. Et je veux dire, tu connais vraiment bien ce quartier, et je pense que beaucoup de gens ont été surpris en se demandant pourquoi. Pourquoi aucun autre voisin, à notre connaissance, n'a-t-il de caméra de sonnette ou de surveillance? Je sais pourtant que le FBI réclame ces enregistrements. Mais qu'en est-il de la topographie de cette partie de la ville? Cela pourrait représenter un défi pour les forces de l'ordre. Pas seulement chez Nancy, mais je sais qu'ils ont aussi passé beaucoup de temps chez Annie, qui se trouve à environ 10 minutes de là où vivait Nancy. Eh bien, la maison de Nancy se trouve dans un quartier relativement exclusif, sur un grand terrain, plusieurs hectares, et ses voisins sont à plusieurs hectares de distance. Et la végétation dans cette région du pays est telle qu'il est très difficile, surtout dans l'obscurité de la nuit, de voir ce qui se passe. Ce que je trouve intriguant dans ce cas particulier, c'est que, vous savez, les forces de l'ordre demandent certainement d'autres caméras Ring et Nest qui auraient pu voir quelque chose plus tôt à des dates antérieures, Il y en a une, environ 22 jours plus tôt, qu'ils demandent aussi. n'est-ce pas? Et cela me suggère qu'il soupçonne que cet individu faisait du repérage. L'endroit, il savait ce qu'il s'apprêtait à faire et avait besoin d'informations sur les habitudes de Nancy, ses véhicules, ses visiteurs, ce genre de choses. Donc son véhicule a peut-être été dans le quartier plus tôt. Bien sûr, cela intéresserait sûrement les forces de l'ordre. En ce qui concerne la maison d'Annie, et je sais que c'est là que Nancy était avant de rentrer chez elle. Cette nuit-là, dit-elle, elle a dîné ici. Mais les forces de l'ordre continuent de fouiller la maison et le quartier. Qu'est-ce que tu sais sur la raison? Il semble qu'il y ait toujours autant d'attention, non seulement sur l'endroit où Nancy se trouvait lorsqu'elle a été enlevée, mais aussi sur l'endroit où elle était avant cela. Eh bien, il y a potentiellement des preuves là-bas. Je pense que c'est ce qu'ils essaient de déterminer. Ils parlent évidemment aux personnes qui ont vu Nancy pour la dernière fois et veulent être très, très clairs sur la chronologie. Qui lui a parlé, qui ne l'a pas fait? Comment est-elle rentrée, dans quel véhicule et avec qui? Au moins, beaucoup de ces choses sont connues, mais il se peut qu'ils aient besoin d'obtenir d'autres preuves qu'ils vont essayer de recueillir. S'ils ne l'ont pas déjà fait, ils vont certainement prélever l'ADN de tous les membres de la famille individuellement pour exclure ceux qui pourraient ne pas avoir été impliqués. Mais il y a des membres de la famille qui sont déjà allés chez elle, donc cela pose certains défis. Les histoires changent parfois quand on interroge les gens, puis qu'on revient les interroger à nouveau. Donc, il n'est pas certain qu'il s'agissait d'une personne inconnue qui est venue enlever Nancy, probablement pour de l'argent.
parce qu'on n'a vraiment vu aucun contact avec la famille, aucune communication dans les deux sens. Et dans une affaire d'enlèvement, c'est l'un des éléments essentiels, c'est que, vous savez, les ravisseurs parlent aux victimes pour clarifier leurs intentions. Vous voyez? Et je repense au monsieur qui a été arrêté mardi soir, et vous savez, qui sait ce que les enquêteurs savent, et je sais qu'ils l'ont relâché. Apparemment, il n'a rien à voir avec ça, mais un mandat de perquisition a été délivré, et des appareils électroniques ont été saisis. Dans ce genre de cas, vous savez, quand vous avez quelqu'un en garde à vue, comment gérez-vous cela? Je connais le shérif aujourd'hui, je crois. Il a déclaré à une télévision locale qu'il pourrait y avoir d'autres gardes à vue. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être placé en garde à vue? Je ne dis pas que cette personne était liée à l'affaire, mais il y avait clairement quelque chose d'intéressant qui a attiré l'attention du FBI au point qu'il voulait y parler. Eh bien, il y a un concept dans les forces de l'ordre qu'on appelle le soupçon raisonnable, et ça ressemble exactement à ce que vous imaginez. C'est appliqué ainsi. Vous devez être raisonnablement certain qu'il y a quelque chose qui cloche ici, puis vous allez sur place et vous déterminez les détails que vous et les forces de l'ordre connaissez avec l'autre personne. Ils ont laissé partir cet individu probablement pour une très bonne raison, parce qu'il n'avait apparemment pas l'étape suivante évidente qui aurait été un motif probable pour l'arrêter. Donc, mais ils savent qui il est, ils ont probablement fait des prélèvements buccaux dans sa bouche pour obtenir son ADN, ils savent probablement qu'il est lié à cette communauté et ils peuvent revenir lui parler davantage. C'est un processus et il est progressif et certains diraient peut-être que cela avance à un rythme d'escargot, mais c'est crucial pour la sécurité du retour de Nancy, pour s'assurer que les forces de l'ordre font exactement ce qu'elles doivent faire pour obtenir, pour recueillir toutes les informations dont elles ont besoin avant d'agir. On ne peut pas dégainer son arme, tirer puis viser. Il faut procéder logiquement, étape par étape, et parfois c'est un défi. Nous en sommes maintenant au 12e jour, alors que les recherches se poursuivent. Et vous gardez toujours espoir. Bien sûr, la famille garde espoir qu'il puisse y avoir une fin heureuse à cette histoire. Rick Castegar, ex-chef adjoint du bureau du shérif du comté de Pima, merci de nous aider à examiner cette affaire. C'est vraiment frappant. Vous savez, ce n'est même pas qu'une simple expression, mais c'est très proche de chez vous, dans votre communauté. C'est un plaisir, Chris. Merci encore une fois, parce que c'est tellement important. Si vous regardez ceci et que, par hasard, vous êtes là dehors et que vous avez un moment de mémoire où vous vous dites je crois que je sais quelque chose. Voici les numéros à appeler pour le shérif du comté de Pima, 500 2350 et un 4900, et ensuite pour le FBI, 1-800-CALL-FBI ou tipsfbi.gov. C'est tout pour cette affaire avec Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube, Spotify et retrouvez-nous aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.